Donc, je vais vous présenter les travaux que j'ai faits depuis une quarantaine d'années. Je ne vais pas parler trop longtemps, donc je vais faire ça en 30 minutes. Et donc, je suis sorti de l'Université de Bruxelles comme médecin en 69. Et j'ai vu apparaître cette nouvelle discipline qu'est les neurosciences. J'étais très tenté, lorsque j'avais terminé mes études de médecine, de devenir neurologue. Et il est certain qu'à l'époque, on ne disposait pas ni de médicaments, ni de belles techniques comme celles qui ont été présentées il y a quelques minutes par mon collègue de Liège. Et j'étais fasciné par ce monde des neurosciences, et j'y suis entré. Et donc, je suis rentré dans ce monde de la recherche tout à fait fondamentale à l'époque, pour essayer de comprendre comment fonctionnait le cerveau. Et pendant quelques années, j'ai d'abord été un neuroanatomiste en quelque sorte, mais développant des techniques de neuroanatomie. Et c'est en 1975, quand je suis parti aux États-Unis, travailler, comme le disait le secrétaire tout à l'heure, sur les endorphines avec le professeur Guillemin. Et à cette époque-là, le cerveau était encore un cerveau où il y avait du câblage, on savait qu'il y avait d'excitation, qu'il y avait d'inhibition. Et ils sont apparus à ce moment-là, et notre collègue Jean-Jacques Van der Haag a été un des premiers à regarder ça, c'est qu'il y avait des peptides dans le cerveau. Et on a cru à ce moment-là que vraiment les peptides allaient révolutionner notre façon de voir le cerveau, qu'on allait pouvoir associer un peptide avec un comportement, et que toutes les maladies allaient être expliquées grâce à un dysfonctionnement des peptides. Malheureusement pas été le cas, mais en tout cas dans le domaine des endorphines, et les travaux que j'ai faits à l'époque avec le professeur Guillemin montraient bien que là, pour essayer de comprendre la dépendance et la tolérance à la morphine, il y avait du travail intéressant qui a pu être fait à ce moment-là. Je suis revenu en France, et à ce moment-là, je suis tombé dans un centre de recherche sur l'épilepsie, et je me suis du professeur Naquet, et je me suis beaucoup intéressé à ce qu'on appelle les agonistes inverses, les molécules qui non pas inhibent ou font disparaître les crises d'épilepsie, mais peuvent en provoquer. Et en essayant de développer des molécules moins toxiques, qui ne provoquaient pas l'épilepsie, nous avons pu trouver des molécules qui facilitaient les performances d'animaux dans des tâches d'apprentissage et de mémoire. Et ces molécules, la découverte dans les années 80, et elles commencent à être utilisées maintenant pour ce qu'on a pu trouver des récepteurs qui étaient plus spécifiques. Et il y a des molécules qui sont en phase clinique pour l'instant, où on essaye que ces molécules puissent être utiles, en tout cas dans le domaine, par exemple, pour l'instant de la trisomie 21, et peut-être un jour dans le cas de l'Alzheimer. Mais ceci remonte, comme vous voyez, aux années 90. Et depuis ces années, en fait, je me suis intéressé au cortex et aux interneurones du cortex. Dans le cortex, vous avez deux types de cellules, des excitatrices et des inhibitrices. Et ces inhibitrices qui contiennent du GABA contiennent également des peptides. Et je me suis intéressé à cela. Et puis, je me suis rendu compte que ces cellules inhibitrices, ces inhibiteurs, contenaient également des peptides, et voilà, la boucle est bouclée. J'ai commencé à travailler sur les peptides, je retravaille avec les peptides. Et qu'est-ce que font ces cellules inhibitrices? Elles contrôlent également les vaisseaux. Pardon. Excusez-moi, je suis un petit peu grippé aujourd'hui, mais je crois que je vais réussir à aller jusqu'au bout de cette présentation sans problème. Alors, vous avez vu tout à l'heure des très belles images d'IRM. Ici, je voudrais vous présenter cette image d'IRM fonctionnelle sur la... Donc, on a une lumière stroboscopique. On prend l'image où on fait du bold, en fait. On regarde on peut dire en quelque sorte le sang dans les régions qui sont activées. Et donc, cette image prend une seconde. En fait, elle a été accumulée sur plusieurs minutes. Donc, il y a de la lumière stroboscopique. Et dans la partie supérieure du cortex occipital, vous voyez là les augmentations locales de perfusion sanguine au niveau de cette région. Et
ce qu'il faut vous dire, c'est quand vous voyez ce type d'image, d'imagerie fonctionnelle, où vous avez une augmentation de la perfusion locale, il est certain qu'il doit y avoir à côté une diminution. La quantité de sang qui rentre dans votre cerveau, elle est constante, elle est déterminée par vos carotides. Et donc, si on a ce type d'image où on a une augmentation de la perfusion locale, il y a certainement d'autres endroits où il y a une diminution. Je voudrais maintenant insister sur ce type d'image, d'imagerie fonctionnelle qu'il a dans cette diapositive. Vous voyez, c'est ma flèche functional imaging. Regardez cette diapositive. En fait, on a représenté en abscisse la résolution spatiale de toutes ces techniques qui sont utilisées pour étudier le cerveau, pour imager le cerveau en action. Et en ordonnée, vous avez le volume. Vous voyez que l'imagerie fonctionnelle cérébrale, c'est dans des laps de temps assez lents, pour finir, par rapport au cerveau. Le cerveau, quand même, les connexions synaptiques, c'est de l'ordre de la milliseconde, on est ici. Et bien sûr, c'est également, dans la synapse, c'est quelques microns. Ce qui est assez surprenant lorsqu'on veut essayer de voir le cerveau en action et qu'on utilise des techniques d'imagerie classique, enfin, si on peut appeler l'imagerie fonctionnelle par résonance magnétique une technique classique, elle est devenue maintenant, vous voyez des choses qui sont assez grossières pour finir. On aimerait bien voir des choses plus fines. Et donc, il y a toutes les autres techniques, et malheureusement, toutes les autres techniques ne sont pas aussi faciles à utiliser. Alors, essayons de comprendre un petit peu cette augmentation locale du sang lorsque on a une activation. Et c'est ce que nous avons essayé de faire depuis quelques années. Il est dit d'une façon générale que pour comprendre cette augmentation, il y a deux théories pour l'instant. La première théorie, c'est la métabolique. C'est que lorsque vous avez une augmentation d'activité, eh bien, vous avez une demande de glucose et donc et d'oxygène, et donc il faut augmenter le métabolisme local. Et c'est vrai, on voit qu'en PET, on a l'augmentation du flot sanguin va de pair avec l'augmentation de glucose. Et donc, l'idée à l'heure actuelle, c'est que les neurones excitateurs qui relâchent du glutamate vont activer des cellules gliales qui vont repomper plus de glucose et qui vont faire en même temps la dilatation locale des vaisseaux. Et ça, c'est l'hypothèse métabolique. Donc, on a une plus grande demande et donc on a une plus grande vascularisation locale. Il y a une autre hypothèse que j'essaye de favoriser avec d'autres, c'est en fait que le contrôle vasculaire, il est tellement bien fait, il est tellement bien régulé, qu'en fait, qu'il y aurait tout un système neuronal qui contrôlerait cette vascularisation locale. Et que lorsque le système nerveux va plutôt anticiper la demande directement par les neurones qui vont directement agir sur les vaisseaux. Et ça, c'est ce que je vais essayer de vous montrer par les quelques diapositives suivantes. Alors, je vous ai dit tout d'abord que tout ceci est vraisemblablement en bonne partie contrôlé par les interneurones. Les interneurones, donc, ils ont été découverts par Caral des années 1900. Et donc, ceci, c'est un cliché de Caral, où vous voyez les pyramides, donc les grosses cellules excitatrices. Ici, les cellules inhibitrices. Vous voyez directement que les cellules inhibitrices ont une anatomie différente. Il y a ce qu'on appelle des cellules neurogliales-formes, qui ressemblent à de la glie, mais qui n'en sont pas. Il y a des cellules qui sont beaucoup plus... qui ont une anatomie fusiforme. Donc c'est très différent de ces grosses cellules pyramidales. Et lorsqu'on essaye de regarder les activités électriques de ces cellules, je vous montre des patterns d'électrophysiologie, on injecte du courant dans ces cellules et vous voyez que les patrons d'électrophysiologie, de décharge, sont très différents. Il y a par exemple ces cellules ici qu'on appelle des parvalbumines fast spiking qui déchargent à plus d'une centaine de Hertz.
Donc, tous ces neurones qu'on essaye de caractériser depuis pas mal d'années, ils contiennent également, comme vous voyez, des peptides. Je vous signale le peptide vaso-intestinal. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des travaux de Jean-Jacques Van der Hagen dans les années 70, qui a montré que les peptides qui se retrouvaient au niveau du tube digestif, on les retrouvait également dans les neurones du cortex cérébral. Et son principal premier travail original, concernait des peptides associés à la gastrine, dont le CCK, qui était retrouvé dans le cortex cérébral. Et donc on retrouve tous ces peptides dans ces neurones, et nous avons... oui, je ne résiste pas au plaisir de vous donner la phrase de Caral. Lorsqu'il avait identifié toutes ces cellules, ces neurones, il avait dit ce sont les papillons de l'âme dont le battement des ailes, un jour, ou qui le sait, va nous permettre de comprendre le secret de la vie mentale. C'est une très belle parole. Eh bien, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire, bien sûr. Alors, le président vous a parlé de cette technique que nous avions mis au point il y a une vingtaine d'années maintenant pour identifier les neurones. Alors, classiquement, pour identifier les neurones, la chose la plus jolie, c'est l'anatomie, bien sûr. Vous voyez des belles photos ici de planches anatomiques, mais... ou l'électrophysiologie, ça devient un peu plus compliqué parce qu'il faut aller mettre des pipettes directement dans la cellule et de mesurer l'activité électrique de ces cellules, comme ici par exemple. Et la troisième chose, l'idée, c'était de faire également de la biologie, de la biochimie, d'analyser le contenu d'une seule cellule. Alors, est arrivé à cette époque la PCR qui permettait d'amplifier beaucoup de choses. Et ce que nous avons fait à l'époque, c'était, après l'étude électrophysiologique de cette cellule, d'aspirer le contenu de la cellule et de transformer les ARN messagers en cDNA et de les amplifier. Quand nous avons fait ça, ce que vous voyez là, donc c'est une manip tout à fait classique au laboratoire. Nous aspirons l'intérieur de la cellule, nous transformons les ARN messagers en cDNA, on amplifie, et vous voyez que cette cellule est un interneurone puisqu'il contient de l'enzyme qui fabrique le GABA, la GAD, et également des peptides comme le CCK, le CRH, etc. Donc ça, c'est une technique que nous avons utilisée donc, il y a maintenant une vingtaine d'années. Au moment où on a voulu publier ça, je ne peux pas vous dire les difficultés où les référés nous demandaient des contrôles de contrôle et des contrôles de contrôle de contrôle. Pour finir, on avait tout fait et le référé a dit « Oui, je ne crois pas que ce soit possible de faire une technique pareille, d'amplifier du matériel à partir d'une seule cellule, mais enfin, vous avez répondu à toutes mes questions. Je suis obligé d'accepter votre papier, mais je ne suis pas convaincu. » Alors tout ça, maintenant, est fait dans tous les laboratoires du monde, il n'y a plus de problème. Mais ça vous montre à quel point, vous avez tous connu ça, lorsqu'on a fait des choses qui sont nouvelles, eh bien, c'est pas facile de convaincre les collègues. Alors, pour revenir à le contrôle vasculaire par les interneurones, voici un interneurone qui a été injecté avec de la biocytine. Vous avez à côté les vaisseaux. Vous voyez beaucoup de vaisseaux. Vous voyez également des fibres contenant de l'acétylcholine qui sont en rouge, d'autres fibres qui contiennent de la sérotonine qui sont en bleu. Et donc, et vous voyez ce neurone, et quand vous voyez un neurone qui est comme ça, aussi près de vaisseaux, on est dans le cerveau, n'est-ce pas, vous vous dites, mais peut-être que ce neurone peut contrôler les vaisseaux. Puisque c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, je suis tenant de l'hypothèse comme quoi les neurones vont contrôler directement les vaisseaux. Voici une plastination où on a rempli les vaisseaux d'un polymère. Et vous voyez le neurone qui est là à côté, vous voyez ici sur le réseau des capillaires, et vous voyez qu'à l'entrée, en fait, il y a des vaisseaux, des artérioles pénétrantes, et tout notre travail a consisté à essayer de montrer que les neurones vont contrôler directement le diamètre de ces vaisseaux, soit en les contractant, soit en les dilatant. Alors, il y a un paradoxe quand même dans ces affaires, puisque lorsque vous faites de l'IRM fonctionnel, ce que vous voulez voir, c'est l'activité du cerveau en action, et vous allez en conclure beaucoup de choses, mais en fait, ceci se fait dans la seconde.
qui suit les activations cérébrales. Ça, c'est la FRM, donc l'imagerie fonctionnelle par RMN classique. Alors que les activités neuronales, c'est de la milliseconde. Donc on a quand même un paradoxe où on va regarder des choses qui sont beaucoup plus intégrées sur des temps plus longs avec l'IRM fonctionnel, alors que toute activité électrique, elle dure le temps d'un contact synaptique, ça va être de la milliseconde. Et donc je voudrais simplement vous faire remarquer cela, nous verrons cela par la suite. Revenons à nos neurones. Nos neurones, ils sont près des vaisseaux et il y en a de différents types. J'ai démontré tout à l'heure que certains de ces neurones contenaient du VIP, d'autres du CCK, etc. Si on s'intéresse principalement aux médiateurs qui vont agir sur les vaisseaux, vous avez le VIP, donc le vasoacétylpeptide, mais également le NO, le nitric oxide, synthèse, qui est vasodilatateur. Vous avez le NPY qui, lui, est très contracteur. Et vous avez la somatostatine et la NPY. En fait, on a trois types de neurones, peut-on dire, ceux qui contiennent du VIP et de la NO. On a les neuroglialformes qui sont très particuliers puisqu'ils ont à la fois des neurones, des peptides constricteurs, le NPY, et une substance vasodilatatrice, le NO, et on a des cellules qui contiennent que des substances vasoconstrictrices. Pour vous montrer l'effet du NPY sur des vaisseaux, notre préparation est une... Oui, je vais arriver. Voilà, c'est bien celle-là. Donc, notre préparation pour regarder l'effet des neurones sur les vaisseaux, c'est de prendre une tranche de cerveau, de la couper, et heureusement que je n'avais pas de collègues qui faisaient du cardiovasculaire avec nous, parce qu'il est certain que de regarder des vaisseaux en l'absence de pression n'a pas beaucoup de sens. Mais il vaut mieux être un peu innocent et faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Et voilà le type d'expérience que nous avons fait durant plusieurs années, à savoir regarder l'application d'une substance vasoconstrictrice sur le diamètre de ce vaisseau. Je vous le remontre une fois. Hop. Pas parti. Ça ne veut pas partir. Voilà. Donc on applique le NPY et vous voyez cette contraction qui est représentée dans ce graphe ici à côté. Alors la première chose, c'est qu'il faut absolument, si c'est réel, cette expérience, vous voyez donc que le NPY provoque la contraction des vaisseaux, et si ce NPY est important, il faut le retrouver bien sûr dans les vaisseaux, dans les neurones, dans les projections auprès de vaisseaux. Et vous voyez qu'en effet, c'est le cas ici, chez l'homme par exemple, c'est cliché d'Edith Hamel, où vous voyez que les neurones semblent projetés sur ces vaisseaux, et c'est des neurones qui contiennent du NPY. Ici, maintenant, l'autre cas, le VIP, je vous ai dit que le vaso-intestinal peptide dilatait, et je vous montre ici une expérience où on essaye de montrer la vasodilatation. Alors la difficulté pour montrer la vasodilatation, c'est qu'il faut d'abord contracter le vaisseau. On contracte le vaisseau avec un agoniste thromboxanique, et donc quand vous verrez le vert ici qui s'ajoute, c'est que l'on a mis du VIP, et vous voyez à ce moment-là cette dilatation qui est représentée sur ce diagramme où vous voyez la contraction induite par le thromboxane, la dilatation induite par le VIP. Donc on a une situation où on a, lorsqu'on applique du NPY une contraction, lorsqu'on applique du VIP, on a une dilatation. Ce qui est plus joli maintenant, c'est d'aller chercher un seul interneurone. On va chercher un interneurone. Cet interneurone est ici. On va le stimuler et on va regarder ce qui se passe au niveau du diamètre de ce vaisseau. Vous devez voir
vous ne l'avez pas bien vu, moi non plus, une dilatation, mais c'est beaucoup plus joli à côté, où vraiment vous pouvez me croire, le diamètre est là, vous voyez bien que le diamètre a augmenté lorsqu'on a perfusé du VIP. Excusez-moi, lorsque nous avons lorsque nous avons appliqué du VIP, excusez-moi, j'ai l'esprit un petit peu embrumé par ma grippe, mais je vais vous montrer tout à l'heure la manip où on voit la dilatation avec un seul neurone. Alors, là, maintenant, on arrive à cette seconde partie des expériences où nous allons stimuler une cellule et on va regarder le diamètre de ce vaisseau. Et c'est ce que vous voyez ici. Voilà. Je stimule une cellule, un seul neurone, et je vois cette superbe contraction. Je le refais. Voilà la contraction qui est due à la stimulation d'une seule cellule. Où est la cellule? L'avantage de notre technique, où je vous ai montré qu'on avait une pipette de patch sur lequel on appliquait sur une seule cellule, c'est qu'on peut marquer la cellule qu'on a utilisée. Donc la cellule qui a été stimulée, c'est celle-ci, elle est remplie de biocytine. Vous voyez qu'elle se projette, il y a une projection, un processus dendritique plutôt, qui est en dessous de ces renflements qui sont dus à des cellules endothéliales. Et lorsqu'on regarde la contraction, vous voyez que la contraction qui est exprimée ici par ces couleurs, rouge c'est la plus forte contraction, jaune c'est une moins forte contraction. Donc en fait ce que vous voyez ici, c'est que la contraction de ce vaisseau induite par la stimulation d'un seul neurone, donc c'est vraiment un contact direct du neurone sur le vaisseau, on voit cette contraction qui n'est pas monotone, où il y a vraiment comme s'il y avait un sphincter qui était ici. En fait, des collègues ont pu montrer qu'il existait ce type de sphincter, des péricytes qui entourent les vaisseaux, et on peut penser que ce qu'on voit là, avec cette contraction maximale à un endroit, est dû peut-être à ces contractions dues à ces sphincters vasculaires. Donc on a, pour contrôler les vaisseaux directement, on a trois types de neurones, des neurones qui sont vasodilatateurs, des neurones qui sont vasoconstricteurs, et je ne vais pas vous montrer cela dans le détail, mais croyez-moi, il y a des neurones qui sont parfois vasoconstricteurs avec le NPY et parfois vasodilatateurs avec l'expression de NO, de nitric oxide. Alors, le système est complexe. Le système est complexe. Il y a également des cellules gliales qui interviennent et il y a des projections qui viennent d'autres parties du cerveau. Et je ne dis pas que je vais pouvoir tout expliquer aujourd'hui. Nous essayons de décrypter ce système. Une des façons de décrypter ce système, c'est d'utiliser maintenant l'optogénétique. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce que c'est que l'optogénétique. C'est d'utiliser des canaux qui sont ouverts ou fermés en réponse à la lumière. En fait, c'est comme les canaux de l'œil, en quelque sorte, c'est les canaux des cellules des cônes et des bâtonnets de notre rétine, c'est un peu la même chose, sauf que ça vient d'organismes particuliers, que cette channel rhodopsine donc, permet d'exciter ou d'inhiber les neurones, et on appelle ça l'optogénétique. Et il n'y a plus un seul travail maintenant en neurosciences où on n'utilise pas de l'optogénétique. Alors ça consiste à faire quoi? Ça consiste à aller exprimer ces canaux dans des régions du cerveau. Et ça, on peut faire en injectant avec des virus qui contiennent ces channels rhodopsine dans des souris particulières qui sont creux recombinantes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce que vous voyez, c'est que lorsqu'on a pu mettre cette channel rhodopsine dans les cellules, dans une certaine population de cellules, et c'est ça tout l'avantage des techniques génétiques, c'est qu'on peut trouver une population de cellules qu'on veut particulièrement
utilisées et stimulées. Et ici, c'est des cellules qui contiennent la parvalbumine, c'est des cellules fast-spiking, vous allez voir dans les diapositives suivantes, qui vont être stimulées grâce à la lumière. Et vous allez les trouver là, elles sont colorées en rouge, c'est ces cellules qui vont être utilisées dans la diapositive suivante. Voilà. Vous allez utiliser de la lumière pour activer non plus le courant électrique, mais le courant électrique et la dépolarisation de la cellule va être provoquée par la lumière. Vous avez ici cette cellule qui est enregistrée, une pipette de patch, comme nous utilisons au laboratoire, et les petites lignes bleues que vous voyez ici, c'est de la lumière qu'on a flashée durant quelques millisecondes, et on a donc provoqué un potentiel d'action grâce à la lumière dans ces cellules. Ces cellules répondent rapidement, et donc si on fait 150 stimulations par seconde, comme vous voyez ici, cette lumière vous paraît quasiment continue, en fait elle ne l'est pas, et vous avez cette activation du système. Alors, ce que nous avons voulu voir, c'est que si on faisait ça, qu'est-ce qui se passait avec les vaisseaux qui étaient à côté? Est-ce que les vaisseaux allaient répondre à cette stimulation? Et en effet, ça a été le cas. Nous avons donc pris une tranche de ce cerveau de rat, de souris. Cette tranche a été mise sous le microscope. Nous envoyons de la lumière et ce que nous voyons, c'est qu'après avoir stimulé ces cellules, on a une diminution du diamètre des vaisseaux. Et donc, ceci est montré ici avant la stimulation, après la stimulation. Alors, tout ça, c'est intéressant, c'est du travail intéressant, mais regardez de nouveau l'échelle de temps. Ici, je stimule durant quelques secondes, et pour voir mon effet, j'attends quelques minutes. Donc, ce n'est pas très, très satisfaisant. Et ce qu'on s'est dit, il faut absolument essayer de reprendre ce type d'expérience chez l'animal intact. Alors, comment aller voir les vaisseaux chez l'animal intact? Ce qui est apparu ces dernières années, c'est des techniques ultrasonores, ultra rapides, qui sont développées avec nos collègues de l'école de physique et de chimie, et que je vous montre ici. En Doppler classique, d'abord, il y a le problème, bien sûr, le Doppler, c'est utilisé chez un animal qui a un crâne, c'est un peu délicat, donc il faut soit amincir le crâne, soit le supprimer. Et donc ça, c'est les premières expériences qui avaient été faites après craniotomie, où ça c'est l'image classique, et ça c'est l'image dans micro-Doppler où au lieu de focuser, de centrer les rayons, le rayonnement ultrasonore à un endroit, nous envoyons des ondes planes dans des axes différents. On accumule énormément de résultats et au bout de... Donc on travaille à 15 MHz, et donc l'image qui était tout à fait peu convaincante au début devient tout à fait belle, et vous voyez la circulation, une représentation de la circulation cérébrale au niveau de ce rat. Ceci est utilisé donc à l'heure actuelle dans notre laboratoire. Et donc ça, c'est l'imagerie que vous pouvez avoir des micro-vaisseaux cérébraux chez un rat. L'avantage du système du Doppler, c'est que si les globules rouges s'éloignent ou s'ils se rapprochent, vous avez des images différentes, et donc elles sont représentées ici en bleu ou en rouge. Donc le système artériel est représenté dans notre cas ici en bleu, et le système veineux est représenté en rouge. On pourrait peut-être changer le code, ce serait plus parlant d'une façon générale. Mais donc, ce que vous voyez là, c'est qu'il est possible chez l'animal, on espère un jour le faire chez l'homme aussi, de voir la circulation cérébrale en utilisant des ultrasons. Et pour vous montrer une expérience telle qu'elle est faite au laboratoire pour l'instant, nous utilisons des stimulations sensorielles, la stimulation des vibrisses du rat, et on regarde ce qu'on appelle le cortex en tonneau après. Et ce que vous voyez, c'est que
lorsqu'on fait cela, on stimule, vous voyez la stimulation, on va voir apparaître et on va suivre la circulation. Ce que vous voyez là dans ces études qui sont faites de corrélation, on voit l'augmentation de la circulation locale dans ce qu'on a le cortex sensitif qui répond à cette stimulation des vibrisses. Donc c'est possible de faire des choses pareilles et la résolution du système est assez extraordinaire parce que suivant le nombre de vibrisses que l'on utilise, vous avez ici le cortex entonaux dans le sensoriel, donc le cortex sensoriel qui répond à certaines vibrisses. Il y a une somatotopie assez très grande. Et ce que l'on voit, c'est que si on stimule toutes les vibrisses, on a un signal qui est intense partout. Si on n'utilise que certaines vibrisses, et même une seule vibrisse, on va pouvoir voir, pour finir, la localisation locale de l'augmentation de la perfusion locale. Donc on commence donc à utiliser des techniques ultrasonores couplées à l'optogénétique pour essayer de travailler in vivo. Je pourrais dire que les 10 années précédentes de nos travaux, lorsque nous avons fait ces études directement sur des tranches de cerveau, où on voit qu'en effet, lorsqu'on stimule une population de neurones, on a une dilatation, quand on stimule une autre population de neurones, on a une contraction. Tout ça, c'était des travaux qui montraient qu'en effet, les neurones peuvent directement contrôler les vaisseaux, mais le protocole expérimental était complètement, pas farfelu, je dirais, mais n'était pas bon, mais il a quand même permis de voir l'effet. Et donc, ce que nous voulons faire maintenant, c'est avoir une nouvelle technologie, celle des ondes rapides ultrasonores appliquées au cerveau. Et peut-être que ça va pouvoir être utilisé en neurochirurgie, certainement, que ça pourra être utilisé chez les enfants où il y a un accès quand même au cerveau durant les premiers mois de la vie, puisque la fontanelle n'est pas refermée. Mais il est certain que le problème du crâne est un problème qui empêche l'utilisation classique des ultrasons pour la circulation vasculaire cérébrale. Mais peut-être qu'avec tous les progrès que nous sommes en train de faire avec nos collègues physiciens, on va pouvoir faire cela et avoir vraiment une imagerie de la circulation cérébrale, en tout cas chez l'animal. Ça ne posera pas trop de problèmes, chez l'homme peut-être. Et tout le but en fait du travail de mon laboratoire actuellement, c'est de voir le cerveau en action, par des techniques bien sûr d'imagerie fonctionnelle classique telles que je vous ai présentées tout à l'heure, mais également par d'autres techniques, et nous utilisons également ce qu'on appelle le VSD, c'est de transformer les réponses électriques en images lumineuses par des sondes qui transforment le potentiel en lumière, en quelque sorte, en images fluorescentes. Ça, c'est une chose que nous faisons également. Et ce futur qu'on espère bon sur ces nouvelles imageries ultrasonores. Voilà le but donc des travaux actuels. Je veux dire qu'en 40 ans, donc, j'ai commencé comme un pur neurobiologiste, neuroscientifique, et maintenant je retrouve quand même mes premiers amours, la clinique, à savoir de pouvoir voir les activités cérébrales par les techniques les meilleures, les plus rapides, qui permettraient vraiment de reconstruire notre cerveau. Alors, en conclusion, bien sûr, je vais vous remercier parce que vous m'avez élu dans votre académie et j'en suis très fier. C'est un très grand honneur. Et je voudrais terminer sur une note personnelle. J'ai été témoin de 40 ans de neurosciences. J'ai fait, je pense, le bon choix. Peut-être ma famille a souffert de temps en temps. Il faut bien reconnaître que nos femmes et nos enfants souffrent de l'absence du père. Mais je continue à être un bon père et un bon grand-père. Et ce que je veux dire, c'est que la science, et nous sommes ici pour cela, tous un samedi matin, ça rend heureux, quand même, il faut bien reconnaître. Et alors, c'est ça qui est quand même assez extraordinaire, c'est qu'il y a tellement de frustration dans la science. Je dis, on passe 10 ans où on travaille sur des choses qui ne sont pas vraiment le réel, mais quand même, malgré tout, on arrive à faire des choses nouvelles, on continue, et je pense que la science,
pour moi, est source de bonheur avec ce qu'il faut d'interrogation et de frustration pour entretenir le désir. Et puis la science est un espace infini de liberté. Continuons à essayer d'en profiter et de convaincre tous nos collègues et tous nos étudiants qu'il faut faire de la science.